monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. N'oubliez pas que l'on compte sur vous pour le succès de cette émission, alors n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Et puis évidemment, écrivez-nous juste en bas dans les commentaires. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur les nouveaux ratés diplomatiques d'Emmanuel Macron. Comme prévu, les initiatives éparses du trio européen ont fait flop. La paix en Ukraine sera donc discutée à nouveau jeudi en Turquie, sans cessez-le-feu préalable et sans Macron. Au Proche-Orient, Donald Trump fait la première tournée de son nouveau mandat. Au programme visite dans plusieurs pays arabes. En revanche, pour l'heure, aucun crochet par Israël n'est prévu. Et puis nous parlerons bien sûr du spectacle de ce soir avec la énième allocution télévisée d'Emmanuel Macron, la nouvelle diversion. Le soufflet présidentiel retombe. Après le spectacle du trio européen en Ukraine, la crédibilité d'Emmanuel Macron sur la scène diplomatique est ouvertement retombée sous la ligne de flottaison. Explication du naufrage tout de suite. Quelques heures après ses gesticulations sur les rails ukrainiens, Emmanuel Macron a la gueule de bois. Comme prévu, les effets d'annonce quant au cessez-le-feu sur le front ne sont restés qu'à leur stade de pipeau européen. Nous avons à l'instant, tous ensemble, ici présents avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition. Ridicule. Le président français a donc annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu qui n'a pas été accepté par les deux parties directement belligérantes, à savoir la Russie. Et pour cause, cette déclaration a été faite après des discussions où elle n'était pas. Conclusion, il a donc annoncé un cessez-le-feu qui n'existe pas. Une sorte de spectacle parallèle pour amuser la galerie néoconservatrice. Mais du côté de Moscou, évidemment, on est resté impassible avant d'écarter d'un seul revers de la main l'annonce mortenée. Macron a toutefois continué dans son déni en bombant le torse et en menaçant de sanctions en cas de violation du cessez-le-feu qui n'a jamais existé. Il a d'ailleurs réitéré ses propos après son escapade chez Volodymyr Zelensky. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que vous avez un pays qui a été agressé il y a 10 ans puis il y a 3 ans, l'Ukraine. Il y a une proposition qui a été mise sur la table par les États-Unis, d'un cessez-le-feu immédiat, que les Européens ont soutenu en disant qu'il faut construire une paix durable avec donc derrière des garanties auxquelles on participe. Au mois de mars à Jeddah, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». Et hier, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour une rencontre à Istanbul ». Ça fait 2 fois qu'il fait des grandes concessions. Il faut maintenant être raisonnables tous. Soit la Russie, M. Poutine, est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse et nous devons sanctionner encore davantage. D'abord, la réalité actuelle est que tout pays sérieux ne discute plus avec Emmanuel Macron. Ensuite, les rencontres pour discuter d'une paix et l'hypothèse d'un cessez-le-feu ne peuvent en aucun cas, si on est réaliste et objectif, être considérées comme des concessions pour l'Ukraine, comme le dit Emmanuel Macron. Mais le président français semble vouloir continuer à nier le réel, celui qui s'observe pourtant sur le terrain militaire. Concrètement, l'Ukraine recule chaque jour davantage. Ses pertes sont colossales au regard de celles de la Russie. Elle peine à recruter des soldats et est en économie de guerre depuis 3 ans, malgré les grandes annonces des Occidentaux qui tondent leurs contribuables. À Moscou, on est donc en position de force sur le théâtre de guerre, avec une population qui considère qu'on a déjà trop sacrifié de soldats pour reculer et surtout pour revenir à une situation bancale et précaire comme celle à laquelle les accords de Minsk II ont abouti. Dans ce cadre, l'équation est aussi simple à comprendre que visiblement inaccessible pour Emmanuel Macron. La Russie consentira à faire des concessions relatives sur les territoires qu'elle a conquis, mais l'Ukraine, elle, sera amputée d'une large part de son côté oriental, où les populations sont majoritairement russophones et ont d'ailleurs voté pour leur rattachement à la Russie. Une configuration que Donald Trump, lui, a bien saisie. C'est dans ce cadre qu'il a clairement fait comprendre à Volodymyr Zelensky qu'il devait accepter les négociations avec la Russie sans exigence préalable. Ainsi, tous les yeux seront donc tournés vers la Turquie jeudi, où devraient se tenir de nouvelles discussions tripartites avec Washington, Moscou et Kiev. De quoi expliciter encore plus clairement à ceux qui refusent l'évidence qu'Emmanuel Macron ne fera toujours pas partie de l'équation. Tournée arabe
ça pour Donald Trump. Le président américain a entamé ce mardi un périple au Proche-Orient dans un contexte de guerre en Palestine. Et alors que sa politique dans la région est moins caricaturale qu'il n'y paraît, les explications d'Olivier Frère-Jacques. Une tournée arabe, mais Israël pas officiellement au programme. Le président des États-Unis, Donald Trump, a débuté mardi sa tournée diplomatique au Moyen-Orient avec des étapes en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, marquant sa première visite officielle dans la région depuis son retour à la Maison-Blanche. Ce passage en Arabie Saoudite pourrait être l'occasion d'une rencontre diplomatique avec le nouveau président syrien Ahmad al-Shara, qui sera aussi dans la péninsule, même si un tel événement n'est pas prévu dans les agendas respectifs des chefs d'État. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, a confirmé ce mardi son souhait personnel de faire se rencontrer Trump et al-Shara. L'absence d'Israël dans l'itinéraire de Donald Trump est, elle, significative, même si une visite surprise n'est pas à écarter. Lors de son premier mandat, le président américain avait promu les accords d'Abraham facilitant la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Donald Trump, qui aime se présenter comme un faiseur de paix, semble irrité par l'intransigeance israélienne, notamment sur la question des otages encore détenus par le Hamas, ainsi que sur l'escalade militaire à Gaza. Alors qu'il avait remporté une petite victoire diplomatique en janvier avec la trêve à Gaza, il doit désormais composer avec des attaques israéliennes qui ont repris de plus belle et qui intensifient une crise humanitaire dramatique avec, selon Médecins du Monde, une malnutrition aiguë qui touche un quart des nourrissons et 19% des femmes enceintes. La décision de Donald Trump de négocier directement avec le Hamas pour la libération d'un otage israélo-américain lundi, sans passer par Benjamin Netanyahou, a marginalisé le Premier ministre israélien. Ainsi, le président américain semble désormais traiter l'État hébreu comme un partenaire parmi d'autres, attendant un retour sur investissement plutôt qu'un alignement inconditionnel. Une attitude qui peut s'expliquer par une certaine rancœur à l'endroit de Netanyahou, rancœur qu'il avait exprimée en 2022 et qui pourrait s'expliquer par le fait que son homologue israélien se soit empressé de féliciter Joe Biden au lendemain de son élection. J'ai été déçu par lui sur certains points, mais dans l'ensemble, je l'appréciais beaucoup. Il m'a déçu à certains égards, mais il a aussi fait du bon boulot. De la même manière, plus récemment, en janvier 2025, alors qu'il était déjà réélu, Donald Trump a posté une vidéo injurieuse à l'endroit de Benjamin Netanyahou, témoignant probablement d'une rancune assez profonde. On y voit le professeur Jeffrey Sachs de l'Université de Columbia critiquer sévèrement Benjamin Netanyahou. Depuis 1995, Benjamin Netanyahou est convaincu que la seule façon de se débarrasser du Hamas et du Hezbollah est de renverser les gouvernements qui les soutiennent, à savoir l'Irak, la Syrie et l'Iran. He's a deep, dark son of a bitch, sorry to tell you, because he's gotten us into endless wars. Si le soutien de principe à Tel Aviv demeure évident pour la Maison-Blanche, la méthode Trump fait de deal en forme de petites victoires économiques et diplomatiques s'impose désormais même aux partenariats israéliens. En Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats, Donald Trump privilégie les transactions juteuses, des contrats d'armement, des investissements massifs dans l'énergie et l'intelligence artificielle et des promesses de milliards de dollars pour l'économie américaine. Le Qatar, par exemple, a offert un avion de 400 millions de dollars, un geste que Donald Trump a qualifié de très beau, tout en esquivant les critiques sur un possible conflit d'intérêts. Les Émirats, de leur côté, s'engagent via le fonds MGX à utiliser une crypto-monnaie liée à la famille Trump pour des transactions de 2 milliards de dollars. Ces accords lucratifs soulèvent des questions de conflit d'intérêts d'une part, mais illustrent aussi une méthode qui consiste à faire avancer les dossiers de politique étrangère avec des leviers économiques. Les pays arabes, eux, jouent le jeu, comme Israël, qui se plie aux exigences américaines. Le plan de la Ligue arabe du 4 mars, qui prenait la forme d'une sorte de contre-projet à la colonisation de Gaza par Israël ou à l'édification d'une Riviera du Proche-Orient, pour reprendre les termes de Donald Trump, semble en être resté aux déclarations d'intention. Une des clés pour la stabilité de la région réside dans un apaisement des relations avec Téhéran. Et sur ce dossier, notamment sur la question du nucléaire iranien, Donald Trump oscille entre fermeté et signe d'ouverture. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, exige un démantèlement total des capacités d'enrichissement de l'Iran, une demande irréaliste alors que des discussions indirectes se poursuivent à Oman. Donald Trump a affirmé en avril privilégier le dialogue avec Téhéran, mais envisagerait aujourd'hui de renommer le golfe Persique en golfe arabique, une provocation sémantique qui pourrait avoir pour conséquence de braquer toute l'opinion iranienne. À titre d'information, la diplomatie française, pourtant pas franchement favorable à l'Iran, utilise le terme golfe Persique.
Entre pragmatisme, coup de sang et coup de com', la diplomatie de Donald Trump n'est pas toujours évidente à décrypter et il conviendra probablement d'attendre quelques mois, voire plus, pour mesurer les résultats du président républicain en matière de relations internationales. Emmanuel Macron s'offre son nouveau spectacle. Ce mardi soir, le président de la République s'exprimera pendant plus de 2 heures sur TF1. Pas sûr que le groupe Bouygues puisse construire sa stature présidentielle. Renaud de Bourleuf. Après la honte sur la scène internationale, Emmanuel Macron voudrait à nouveau embrouiller les Français. C'est le sens de l'émission télévisée intitulée « Les défis de la France », prévue ce mardi soir à partir de 20h10 sur TF1. Emmanuel Macron va commencer par répondre aux questions du journaliste Darius Rochebin sur l'actualité géopolitique, avant d'aborder les enjeux de politique intérieure. La tactique, répondre à des questions de personnes venues de la dite société civile. À titre d'exemple, sur la fin de vie, le président échangera avec, au hasard, l'ancien journaliste sportif Charles Bietri, ouvertement pro-euthanasie. En 2024, il avait tenu des propos extrêmement élogieux sur la volonté d'Emmanuel Macron de légaliser la piqûre mortelle. Au printemps 2024, vous dites avoir reçu comme un cadeau du ciel le projet d'aide à mourir du président de la République. Alors que ce sujet grave est débattu à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron donne l'impression d'être ouvert à une discussion contradictoire. Mais il s'agira une nouvelle fois d'un leurre. D'autres sujets seront mis sur la table. L'insécurité devrait ainsi être discutée avec le maire d'hiver droite de Béziers, Robert Ménard, qui excelle ces derniers temps dans le test génétique des excréments canins. 2022, il louait le courage d'Emmanuel Macron. À la fois, je trouve assez courageux de réformer les retraites. Autre opposant de taille, l'essayiste libérale Agnès Verdier-Molinier, pour évoquer les finances publiques. Elle devrait estimer qu'Emmanuel Macron n'a pas encore paupérisé assez la France. La journaliste Salomé Saquet parlera quant à elle des sujets concernant la jeunesse. Cerise sur le gâteau, le youtubeur Thibaut Inchep devrait intervenir sur le sport et la santé. Des adversaires plutôt complaisants avec des rôles distribués à l'avance. Les questions des internautes invités par TF1 à s'adresser au président devraient quant à elles aussi avoir été triées sur le volet. Une question reste en suspens. Emmanuel Macron va-t-il annoncer un référendum ? Et surtout, quel sujet ? Selon un sondage Elab publié samedi, 83% des Français se disent favorables à l'organisation d'un référendum, toutes catégories confondues. Ils souhaitent être consultés en priorité sur des sujets comme la dépense publique, la dette, les impôts, les retraites et l'immigration. Au début du mois, le Premier ministre François Bayrou a plaidé pour l'utilisation de cette consultation pour son plan d'ensemble visant à réduire les déficits publics. Un tel sujet paraît difficile à traiter en référendum. Les questions soulevées sont trop techniques pour une réponse par oui ou par non, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'une question telle que « Êtes-vous d'accord pour que l'État réduise son déficit ?» synonyme de perte de temps. Quoi qu'il en soit, si la consultation des Français par référendum n'a pas été utilisée depuis 2005, tout porte à croire qu'un nouveau scrutin sera traité de la même façon. Ainsi, soit la question sera anodine et le débat manipulé par les médias, soit la réponse sera tout simplement ignorée. Et nous partons à présent faire le tour de l'actualité en France. Qui veut intimider Pierre Jovanovic ? Dans la nuit de dimanche à lundi, l'écrivain et journaliste indépendant a été visé par une opération du groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, et de la brigade anticriminalité, la BAC. L'auteur nous a donné les détails. Mon sentiment maintenant est établi, c'est-à-dire que l'Élysée n'apprécie pas trop mes articles, je crois, et surtout le prochain livre qui va sortir, qui s'appelle 2008, et donc ils ont essayé de m'interner en psychiatrie, parce que ça leur évite toute forme de procès, de juge d'instruction, d'avocat, de tribunal, et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont débarqué à 1h30 à mon domicile, et comme je n'y étais pas, donc déjà ils se sont vraiment ramassés, figurez-vous qu'ils sont allés à la maison d'édition un week-end, donc faut quand même le faire. Donc j'imagine à la recherche du nouveau livre, parce que non seulement ils sont entrés dans la maison d'édition, mais en plus, comme ils ont rien trouvé, ils sont descendus dans les caves, et ils ont fracturé une cave qu'ils pensaient être celle des éditions Le Jardin des Livres. Bon, alors que le Jardin des Livres n'a pas de cave, vous voyez. Donc déjà, ça vous montre, quand même qu'il recherchait quelque chose de très précis, en l'occurrence le nouveau livre. Voilà, donc moi je remercie le GIPN, parce qu'à mon avis les policiers, ils ont été franchement bernés par une fausse information, mais ça vous montre la nervosité aujourd'hui qui règne à l'Élysée, et surtout tout ce qui touche au domaine de l'économie et des finances. Précisément, l'ouvrage à paraître intitulé 2008 porte sur l'effondrement bancaire qui s'est produit cette année-là, les conséquences que nous subissons aujourd'hui et surtout les acteurs de cette crise économique.
Un sujet qui doit beaucoup parler à Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires. Macron est un banquier, donc là je suis dans son secteur. Le livre 2008 en fait revient en arrière sur tous ceux et tout le processus qui a déclenché la crise bancaire de 2007-2008 qui rétrospectivement a été le plus grand hold-up jamais mené dans l'histoire de l'humanité par des banquiers devenus complètement cinglés, devenus complètement fous, et ils ont volé le monde entier. Littéralement, sous des faux prétextes, c'est ce que je montre dans son livre, et surtout avec la complicité des médias et bien entendu des hommes politiques de l'époque qui ont fait en sorte que les Français ou même les Européens d'ailleurs, même les Américains, ne soient pas informés de la triste réalité. Voilà. Et je donne la liste des coupables, bien entendu. Emmanuel Macron, toujours aplati par Tebboune. Dimanche, Alger a convoqué son chargé d'affaires de l'ambassade de France pour lui notifier de nouvelles expulsions de fonctionnaires français, sans beaucoup plus de précision, sinon que ces derniers auraient été nommés dans des conditions irrégulières. Le ministre des Affaires étrangères en titre, Jean-Noël Barrot, a déploré une décision incompréhensible et brutale. Un commentaire qui montre une nouvelle fois l'impuissance de Paris sur le dossier, qu'Emmanuel Macron avait pourtant décrit comme en cours de résolution. L'affaire Piolle éclabousse les écologistes et les insoumis. Éric Piolle, maire de Grenoble, est accusé d'avoir organisé de 2017 à 2020 le versement illégal de 400 € mensuels en cash à sa première adjointe d'alors, Elisa Martin, aujourd'hui députée LFI. Révélée par le Canard enchaîné en 2024, l'affaire refait surface alors qu'Éric Piolle vient d'être élu porte-parole des écologistes malgré les réticences du secrétaire national Marine Tondelier. Une enquête pour concussion est en cours et Enzo Le Sourd, ex-collaborateur ayant dénoncé le deal, a porté plainte pour extorsion. Les SMS codés et retraits bancaires documentés accablent Éric Piolle et Elisa Martin, qui restent silencieux. Malgré la gravité des accusations, ni Europe Écologie Les Verts, ni la France Insoumise n'ont réagi publiquement, laissant planer un malaise au sein du parti en décalage avec son discours d'éthique et d'exemplarité. Les autres partis ne sont pas non plus précipités sur l'affaire, à croire que tout ce petit monde n'est pas très propre. Linky, contraint ou forcé. 15 ans après l'arrivée des boîtiers verts, la Cour de cassation a finalement tranché sur le fameux compteur intelligent d'Enedis. L'affaire est désormais très claire, les usagers ne peuvent pas s'opposer à son installation. La justice a considéré qu'en tant que gestionnaire du réseau public d'électricité, l'entreprise avait l'obligation légale d'installer des équipements de comptage, une mission liée à la transposition d'une directive européenne. Les magistrats ont donc tranché clairement en stipulant que les usagers ne pouvaient s'opposer à l'installation de Linky sur leur propriété. Il faut comprendre que les arguments relatifs à l'atteinte du droit de propriété n'ont pas convaincu la Cour. À partir du 1er août, les Français qui ont échappé au compteur, capables donc de dire quand ils sont chez eux ou non, devront payer des suppléments tarifaires de plus en plus importants. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Le Caire s'active pour défendre son patrimoine. L'Égypte a annoncé lundi la restitution de 25 pièces antiques rares localisées aux États-Unis après 3 ans de coopération avec le consulat égyptien à New York, le bureau du procureur et les services de sécurité américains. Saisis en 2022 lors d'enquêtes distinctes, ces artefacts conservés au consulat incluent des couvercles de sarcophages dorés vieux de 5500 ans, un portrait féminin du Fayoum datant donc de l'Égypte romaine, des bijoux de 2400 ans et un fragment de pied en granit de la période ramesside. Leur sortie illégale d'Égypte reste floue, tout comme leur arrivée aux États-Unis. Depuis le soulèvement de 2011 contre l'ancien chef d'État Hosni Moubarak, qui a favorisé le pillage de nombreux trésors, l'Égypte intensifie ses efforts pour récupérer son patrimoine. Près de 30 000 objets archéologiques ont été rapatriés en 10 ans, malgré leur disparition sur le marché international. Le procès de Sean Combs, dit P. Diddy ou Puff Daddy, au cœur de l'actualité judiciaire américaine. Débuté lundi à New York, cet événement aussi judiciaire que médiatique révèle la face cachée du mania du hip-hop ainsi que les pratiques abjectes d'un petit monde pas très sain. Le procureur Emily Johnson a dépeint Combs comme le chef d'une entreprise criminelle brutalisant son ex-compagne Cassie Ventura et l'obligeant à participer à des marathons sexuels filmés. Mis en cause par 9 plaintes depuis 2023, P. Diddy, fervent défenseur de la gauche américaine, aurait violé au moins 4 femmes et pour l'heure, toutes ses demandes de libération sous caution, dont une avec 50 millions de dollars, ont été rejetées. La défense nie les accusations de trafic sexuel évoquant une relation amoureuse toxique et consentie. Une vidéo de 2016 montrant Combs attaquant Casey dans un hôtel, corroborée par le témoignage d'un agent de sécurité, pourrait peser lourd. Combs, 55 ans, risque la prison à vie pour trafic sexuel et racket. Le Groenland renvoie dos à dos Washington et Copenhague. Lundi, le ministre des Affaires étrangères du territoire autonome du Groenland a pris la présidence du Conseil de l'Arctique,
une organisation interétatique regroupant les pays ayant une partie de leur territoire dans l'espace arctique. C'était l'occasion pour le chef de la diplomatie groenlandaise de répéter, je cite, « Nous ne voulons être ni danois ni américains ». Une déclaration paradoxale à première vue puisque le Groenland siège en tant que représentant du Danemark et surtout qui est incapable d'être autonome sans le Danemark. Ces propos visaient ici le président des États-Unis Donald Trump. Celui-ci a encore réitéré au mois d'avril sa volonté d'acheter le territoire danois, enjeu stratégique en termes de positionnement et de ressources. Une perspective qui ne séduit pas vraiment les Groenlandais. Selon les dernières études d'opinion, 85% d'entre eux s'opposeraient à un rattachement aux États-Unis. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Fouad Khoury Elou, directeur du quotidien L'Orient le Jour. Il évoque l'avenir du Liban depuis la perte de vitesse du mouvement Hezbollah. J'ai des proches qui sont morts. J'ai beaucoup d'amis qui ont été blessés. Et qui ont été blessés, par exemple, à la tête et qui ont fait des kilomètres pour trouver un hôpital. Parce que les hôpitaux étaient tous bondés, ils ne trouvaient plus d'endroit où aller. Donc voilà, chaque Libanais vous racontera comment, par hasard, il est passé dans l'embrasure de la porte où il a changé d'angle. Et c'est un miracle que nous ayons 200 ou 300 morts et bon, quand même 1500 blessés graves, 5 à 6 000 blessés légers, on va dire. Mais parce que ça s'est produit en été à 6 heures du soir. Si ça s'était produit en hiver à la sortie des écoles, eh ben, on aurait eu des dizaines de milliers de morts. Supplémentaires. C'est la troisième explosion, la troisième plus forte explosion recensée après Hiroshima et Nagasaki. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube Format Court de TVL le directeur de l'Observatoire du journalisme, Claude Cholet, pour faire le portrait piquant du rédacteur en chef de la revue Éléments, François Bousquet. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.